Au sommaire ce soir, une femme qui choisit un métier d'homme, Nguessan Sylvie Adjo, est fabricante de briques. RTI2 l'a rencontrée. Enfin, 19 décembre 1946, c'est le début de la guerre d'Indochine. Retour ce soir sur cet événement. Bonsoir à tous et bienvenue. Pour commencer les législatives 2016 en Côte d'Ivoire, l'heure est au décompte des voix. La commission électorale indépendante a déjà commencé à annoncer les premiers résultats aujourd'hui en direct à la télévision nationale. Un tout autre sujet à présent, puiser de l'eau, creuser la terre, mouiller et la malaxer au moyen d'une pelle. C'est le quotidien de Nguessan Sylvie Adjo. Cette jeune femme fabrique des briques dans le quartier d'Okui, situé entre les communes de Cocody et Abobo. Quel procédé de fabrication utilise-t-elle? Arrive-t-elle à s'en sortir? Elle est au micro de Franck Quadio. Sur cette dalle, une ouvrière en bâtiment. Au milieu des hommes, à manier la pelle dans le tas de sable. Sylvie, c'est son prénom. Elle a choisi le métier de briquetière, faire des briques pour ensuite bâtir sa propre maison. Son objectif. Je me sens à l'aise dans la briqueterie parce que j'ai besoin, ça donne assez d'argent, sincèrement. On peut venir m'appeler, soit il y a une construction quelque part. Je peux me déplacer, aller faire sortir les briques. Et puis on peut me payer. Des motivations qui ont brisé les barrières du travail physique. En effet, fabriquer des briques, remuer le ciment, la tâche n'est pas aisée. Mais l'acharnement de la jeune dame a fait des émules en bonne place son conjoint. Il a abandonné son métier d'informaticien pour lui aussi fabriquer des briques. Quand je suis venu voir le travail de ma femme, ça m'a impressionné. J'ai abandonné toutes mes activités et ça fait 4 jours que je suis sur le terrain. Je travaille ensemble avec elle et tout à l'heure, on a coulé les bétons. Gagner son pain par les métiers du bâtiment. Le couple a eu pour modèle une autre dame, l'épouse du responsable du chantier. C'était difficile pour moi d'accepter parce que moi, je suis couturière de formation. Mais avec ce qu'on fait ici et puis je vois mon mari qui travaille, en tout cas, ça m'a encouragée d'être avec lui. Donc, j'ai abandonné la couture pour venir me former en briqueterie et aussi en entreprise. Je vais être une femme entreprenante. Des ouvriers, du matériel et un chantier pas du tout ordinaire. C'est un chantier école créé par cet ingénieur en bâtiment à la retraite. Il a décidé de promouvoir le genre. Moi, j'estime, par conviction religieuse, que la femme est l'égale de l'homme et même quelquefois supérieure à l'homme en d'autres endroits. La promotion du genre, mais surtout aider les citoyens à avoir la possibilité de bâtir par leurs propres mains leur maison. Il a donc lancé ce matériau particulier censé remplacer le bois, source de dépenses supplémentaires. La technique consiste à fabriquer des briques qui remplacent le coffrage bois. Il ne va pas acheter le bois qui est très cher maintenant. Il ne va pas acheter les pointes. Il ne va pas apporter des serre-joints. Et il ne va pas prendre un menuisier coffreur. Action citoyenne ou promotion du genre, les femmes décidément résolues à s'impliquer dans la dynamique de l'émergence. Au chapitre santé, la consultation prénatale et ses avantages expliqués aux femmes de Ouliénou, village situé dans la région de Béké. En effet, par négligence ou par ignorance, certaines d'entre elles banalisent le suivi de grossesse. C'est donc pour mettre fin à cette situation que le Centre international de développement et de recherche a initié l'opération dénommée Stratégie avancée. Les explications de Hassan Khan et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Ouliénou, village de la commune de Bouaké, les femmes enceintes se prêtent difficilement aux consultations médicales, surtout prénatales. Les femmes ne vont pas dans les centres de santé. Quand elles sont malades, elles restent à la maison. Elles préfèrent utiliser les médicaments par terre, traditionnels et par terre aussi, sans ordonnance. Les enfants aussi, pareil. Les femmes enceintes aussi, pareil. Chose qui n'est pas bon. Des actions sont donc menées pour sensibiliser et inviter les femmes de ce milieu à fréquenter davantage les centres de santé. Cela à travers la stratégie avancée, une opération qui vise à rapprocher les centres de santé des patients. Les femmes d'Ouliénou, après la première dose, on ne les revoit plus.
Mais comment faire pour attraper ces femmes? Bon, on fait passer le message par l'AEC et il y a le griot aussi qui passe pour faire la sensibilisation. Bon, au début, c'était vraiment difficile pour que les femmes sortent parce que bon, c'était un peu bizarre pour elles que le centre se déplace. Une initiative du CIDR, Centre international de développement et de recherche, dans le cadre du projet politique communale d'amélioration de l'offre de services de santé primaire à Bouaké. Un projet à hauteur d'1 milliard de francs CFA cofinancé par l'Union européenne et la mairie de Bouaké. Et nous allons maintenant découvrir ensemble un nouvel ouvrage de théologie. Il est écrit par l'apôtre Olivier Bonny. Ces écrits, faut-il le préciser, sont le fruit de 16 années de recherche. Il s'agit d'amener le fidèle chrétien à grandir dans la connaissance de Dieu. On en parle avec Franck Quadio. Un après-midi de communion fraternelle, mais rien de commun ce jour pour les fidèles du Centre international du plein évangile. Le docteur Olivier Bonny, premier responsable du CIPE, présente ses 3 ouvrages, Les clés de la grandeur, le décryptage du psaume 23 et la parole de Dieu à notre portée. Le théologien, après 16 années de recherche et 7 ans de formation à travers ses ouvrages, se dit être en mission. À travers ces ouvrages, numéro 1, connaître Dieu. Qui est-il? Comment marche-t-il avec l'homme? Comment s'y prend-il? Qu'attend-il de nous? Et comment est-ce qu'on peut rencontrer Dieu, parler avec lui, marcher avec lui, espérer de lui et l'avoir aussi sûrement et certainement? Un objectif, mais aussi répondre aux préoccupations existentielles comme celle-ci. Pourquoi Dieu marche avec les chrétiens et puis les hommes continuent de souffrir? Eh bien, l'auteur, à travers cette triple production, entend aider à trouver solution à la réflexion. Un travail de recherche mis sur papier. Mais le théologien, aujourd'hui docteur en divinité, entend explorer encore d'autres horizons. L'idée est de consolider la foi du plus grand nombre. Il est en cela encouragé par ses formateurs venus des États-Unis le soutenir. Hors de chez nous, dernier jour du mandat présidentiel de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Cependant, aucun successeur n'a été désigné. À noter qu'un imposant dispositif sécuritaire a été déployé aujourd'hui à Kinshasa, la capitale. Il s'agit surtout d'empêcher les étudiants de l'université à manifester pour demander le départ de Joseph Kabila. La crise syrienne, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté aujourd'hui en faveur de l'envoi à Alep d'observateurs internationaux neutres pour l'évacuation des civils. À noter également qu'avant l'adoption de cette résolution, 1 millier de personnes ont pu quitter la région. L'année 2016, moins meurtrière que 2015 pour les journalistes dans le monde. Selon Reporters sans frontières, 57 journalistes ont été tués cette année en raison de leur profession, contre 67 en 2015. Connaître la misère, dormir dans la rue et en sortir, c'est possible lorsqu'on est un battant. Cette histoire se déroule en France. Jean-Marie Rougolle, ancien sans domicile fixe, est tombé un soir sur le président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. De cette rencontre est né un livre, succès d'édition. Et aujourd'hui, après plus de 20 ans de galère, l'ancien SDF s'apprête à célébrer les fêtes de fin d'année dans un vrai logement. Le voiturier de chez Chanel est devenu un ami, tout comme la plupart de ceux des autres boutiques de luxe de ce quartier chic de la capitale. Il y a 6 mois encore, Jean-Marie Rougolle faisait la manche ici, dans son petit endroit, comme il dit, où il avait réussi à séduire nombre de riverains. J'avais le gobelet, puis je parlais aux gens. Je sortais de l'humour, toujours des petites blagues, voilà. Puis bon, après moi j'ai eu mes habitués. J'ai vu tous les jours. Voilà. Et ça me fait plaisir de ne plus le voir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bah, ça fait un bout de temps que je ne suis plus revenu. Voilà, c'est ça. Et je suis ravie pour toi. Après 28 années de rue, Jean-Marie a cessé de faire la manche 7 jours sur 7 pour se payer une nuit d'hôtel et de quoi manger. Un changement de vie qu'il doit à sa rencontre avec celui qu'il appelle désormais « mon ange ». Allô, monsieur Debré ? Jean-Marie a croisé Jean-Louis Debré un soir en haut des Champs-Élysées. Il a proposé au président du Conseil constitutionnel de lui garder son vélo le temps de faire une course.
Les deux hommes ont sympathisé sous le regard désapprobateur d'un couple s'étonnant à voix haute de voir Jean-Louis Debré parler à un clodo. Je me suis dit deux choses. Une, où je vais le voir et je lui fous une baffe, c'est pas bien. Ou alors, je vais raconter l'histoire de Jean-Marie et il verra que cette histoire est bien plus intéressante que la sienne. L'histoire sortira sous la forme d'un livre rédigé à 4 mains, devenu un succès d'édition. Près de 40 000 exemplaires vendus et des traductions en chinois, en coréen et en tchèque. Avec ses droits d'auteur, Jean-Marie s'est loué un petit appartement où il vit depuis 6 mois une vie enfin normale. Ça fait drôle parce que tu te dis tu es vraiment chez toi, tu commences à avoir des clés, tu viens indépendant. Tu dis au moins tiens, je réinsère la vie active. Que quand tu es dans la rue, tu as l'impression que tu n'es plus rien, tu comptes plus, tu es oublié. Pas question d'oublier son passé pour autant. Une amie lui a d'ailleurs fabriqué une carte de Paris retraçant tout son itinéraire avec ses lieux de manche épinglés. Il ne faut pas oublier tous les endroits que tu as fait, ton âge qui a monté. J'ai commencé tout jeune et ça me rappelle les souvenirs où aussi mes amis qui sont partis, des gens de la rue qui sont décédés. Pressé par son ange gardien, Jean-Marie sait qu'il lui reste maintenant à trouver un travail, mais lui préfère pour le moment noircir les pages d'un nouveau cahier pour y raconter sa vie d'après et peut-être même un roman policier dans lequel la rue ne sera jamais bien loin. Pour terminer, revivons la guerre d'Indochine. Ce conflit qui concerne essentiellement le Vietnam a commencé le 19 décembre 1946. Il a opposé l'armée française au Viet Minh, au rassemblement des nationalistes et communistes vietnamiens. Mais qu'est-ce qui a engendré la guerre d'Indochine? Comment se terminent les hostilités? La réponse avec Franck Quadio. En 1946, un 19 décembre, le Parti communiste de Ho Chi Minh lance une insurrection générale contre le colonisateur français à Hanoï et dans tout le Tonkin. C'est le début de la première guerre d'Indochine et de 3 décennies de conflits quasi ininterrompus qui vont mettre le Vietnam et les autres pays de la région à feu et à sang. Le drame puise sa source dans la défaite de la France face à l'Allemagne, l'occupation de ces colonies d'Indochine par le Japon et la volonté du général de Gaulle à la libération de réoccuper l'Indochine pour l'honneur du drapeau. Le 24 mars 1945, alors qu'il s'apprête à prendre le pouvoir en France, le général de Gaulle déclare son intention de restaurer l'autorité de la France en Indochine. Il projette établir une fédération de colonies qui comprendrait les 3 provinces du Vietnam, les 3 Qui, ainsi que le Cambodge et le Laos. En 1945, après la capitulation du Japon, les choses vont se précipiter. Ho Chi Minh, chef du Parti communiste vietnamien, le Viet Minh, proclame unilatéralement la République démocratique du Vietnam. Janvier 1946, de Gaulle quitte le pouvoir. Le nouveau gouvernement ne voit pas la pertinence d'une présence française en Indochine. Mais entre-temps, Ho Chi Minh, craignant la Chine, se dit désormais disposé à négocier avec la France. Mais des incompréhensions vont gripper le processus. Une fusillade entre la douane française et des nationalistes vietnamiens va tout remettre en cause. Pour imposer leur solution au Viet Minh et rétablir leur autorité sur une partie au moins de l'Indochine, les militaires décident de recourir à la bonne vieille diplomatie de la canonnière héritée du siècle précédent. Le 23 novembre 1946, à l'instigation de l'amiral d'Argelieu, gouverneur général de l'Indochine nommé par de Gaulle, des avions bombardent le port de Haiphong. L'attaque est brutale, elle aurait fait 6000 morts. C'est le début de la première guerre d'Indochine qui prendra de l'ampleur le 19 décembre de la même année. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur votre chaîne RTI2.